Speakers who will be speaking in French. You okay? It's just me who's going to be in English. I could tell you an awful lot about Philip's sort of entry into optics, if you like, but he's an optician first of all, and then he went on to study optometry. His specialist subjects are low vision and binocular vision, and he's also had an interest in pathology and physiology. What I know him for is that he took an interest in the profession and the evolution of the profession and got involved, serving for more than 20 years on the Silmo d'Or juries. And he's also a founding member of the board of the National Council of French Opticians, the CCNOF, which he's chaired for the past 3 years. He's particularly proud to have contributed to the finalization of the reference framework for the activities and skills of health opticians, a 9-year project which brings together all the professional unions in France, which is a big job. And this advancement will enable training in France to take root permanently within the LMD University framework. Philip's joined today by Serge Baribeau, a lecturer in optometry at the University of Paris Sud and president of the Council of the National College of Opticians, to engage an entire audience and share their perspectives with you about binocular vision this morning. Please welcome Philip and Serge. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Merci Hélène d'avoir commencé la présentation. Alors bon, je vais la faire courte, mais c'est vrai, je suis issu d'une famille d'opticiens et quand j'étais enfant, je me promenais dans la salle d'examen de la vue et aussi dans l'atelier et il y avait des tas de verres dans les tiroirs, des tests dont je ne comprenais pas bien entendu l'utilité, mais je trouvais ça un peu bizarre et un peu magique lorsqu'on regardait au travers des verres. Je me souviens avoir regardé au travers d'un Maddox et je voyais tout en rouge ou tout en vert et pour moi c'était un mystère. Et donc j'ai commencé à l'école d'optique, j'ai commencé mon diplôme à l'école d'optique de Lille en 1987 et déjà j'ai eu la chance d'entrer dans une école dont le directeur, Gilles Mignolet, était à la fois opticien, bien entendu, mais également ophtalmologiste. Et ce qui fait que tout au long de notre scolarité, alors à l'époque en plus c'était un BTS qui durait 3 ans, où on faisait réellement 3 ans d'études, et il y avait des matières qui étaient dans le référentiel d'activité et de compétences de l'école d'optique de Lille, qui n'étaient pas reprises bien sûr au BTS, mais il y avait des cours de physiologie, il y avait des cours de contacto, et donc tout de suite on a été confronté aux problèmes de vision binoculaire, aux problèmes de pathologie, et on a été vraiment sensibilisé là-dessus. Quelques années après, alors j'ai rencontré des gens malvoyants dans la famille et j'ai compris que la malvoyance, il y avait peut-être des choses à faire puisque on avait une tante qui avait une grand-tante qui avait plus de 90 ans à qui on avait dit « Madame, on ne peut plus rien pour vous », ce qu'on dit encore souvent aujourd'hui. Et lorsque j'étais jeune opticien, j'ai fait regarder au travers d'une paire de jumelles et quand elle a commencé à me lire toutes les enseignes des magasins de la rue, je me suis dit « Il y a peut-être un truc à faire quand même ». Donc fin des années 90, j'ai passé des diplômes universitaires à Orsay, j'ai passé mon DU d'optométrie et le DU de dépistage en santé visuelle, ce qui m'a permis tout de suite d'appliquer ce que j'apprenais à l'école, à l'université, en magasin. Et voilà comment je me suis intéressé à la vision binoculaire. Alors je m'y suis intéressé plus à la demande de mes patients, puisque lorsque les gens venaient en me disant quand je regarde par terre, je me bute dans les marches, le but était de comprendre tout ça. Donc aujourd'hui, moi je vois l'étude de la vision binoculaire comme une enquête que l'on mène à chaque fois que les gens rentrent dans le magasin. Chaque personne est différente. Et puis le but du jeu, c'est de les interroger, de poser des questions en manière d'une enquête et à partir de là, de savoir où on va aller. Bon, c'est ce qu'on appelle bien sûr l'anamnèse, mais l'anamnèse, je dirais, j'avais un prof qui disait il y a 3 choses importantes dans un examen de la vue. Il y a l'anamnèse en numéro 1, bien sûr. En numéro 2, il y avait surtout l'anamnèse. Et en numéro 3, il y avait l'anamnèse. Et c'est vrai que ces questions vont nous permettre de savoir où l'on va, comment on va y aller et ce qu'on recherche surtout.
Je passe la parole à Serge Baribeau. Alors Serge, j'ai oublié de dire aussi, alors chose importante, c'est écrit là-haut, je suis le président du Collège national des opticiens français. On existe depuis 9 ans et on a travaillé longuement sur le référentiel d'activité et de compétences de l'opticien de santé, c'est-à-dire c'est la structure, ce que devra savoir faire le futur opticien dans le cadre d'un parcours LMD, licence, maîtrise, doctorat. Les choses avancent enfin. Je peux vous annoncer, ça date d'hier midi, on a tenu notre assemblée générale et pour la première fois, l'ensemble des syndicats nous suit et est d'accord pour travailler sur un projet commun que nous présenterons au ministère de l'Enseignement supérieur, donc l'EUROF, l'AFNOF, l'AOF et le SINOM, syndicat des mutuelles. Et ça fait 9 ans qu'on essayait de les avoir tous avec nous, c'est fait. Je passe la parole à Serge. Donc là, je vais vous parler surtout essentiellement en fait, des additions chez le non-presbyte. Et, ouais. Pardon, allô. Serge Baribeau, donc, mais je crois qu'Hélène nous a présenté tout à l'heure. Donc je suis opticien optométriste, je suis diplômé de l'Université de Paris-Sud, Paris 11 et puis maintenant Paris-Saclay. Je suis chargé de l'enseignement également donc pour Paris-Saclay au niveau de la licence. Je suis donc membre fondateur du Collège national des opticiens de France. Donc comme on a déjà pas mal de retard, donc je vais continuer, je ne vais pas me présenter, enfin je vais arrêter là ma présentation et je vais vous parler en fait de trouver la juste addition pour ne pas additionner de confort. Donc dans un premier temps donc chez le non-presbyte et puis ensuite tout à l'heure on verra le presbyte. Donc je vais vous rappeler quelques notions de vision binoculaire. Alors, il faut déjà connaître le profil en fait de notre patient en vision de près, est-il orthophore, ésophore, exophore. Alors différents tests pour pouvoir mesurer tout cela, donc soit par le masquage, donc la méthode de Van Graaf, les tests de Torrington et d'Howell, pour tout ça pour les phories dissociées. Si on parle des phories associées, on peut parler du Mallet et du Shady. Voilà. Donc alors l'orthophore, très, très simplement, je le fais d'une façon très ludique. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir une vision simple et nette en convergeant donc au niveau du test, donc avec une relation accommodation-convergence relativement harmonieuse. Donc dans le cas d'exophore, lui, à l'inverse, il va avoir son plan de convergence en arrière du test. Donc que doit-il faire pour pouvoir converger? Il va mettre de l'accommodation en place, ce qui va entraîner donc sa convergence. Si on prend donc l'exophore, si on lui met une addition, qu'est-ce qui se passe? On va donc diminuer son accommodation, sa convergence donc va diminuer, on va se retrouver donc avec quelqu'un qui va être à nouveau avoir un plan de convergence en arrière du test et ça va donc entraîner de l'inconfort. A l'inverse, si on prend le cas de l'ésophore, lui, donc il converge beaucoup trop, ce qui lui entraîne de l'accommodation. Donc s'il veut être confortable, il est obligé de diminuer son accommodation pour diminuer sa convergence. Maintenant, si à cet ésophore, je mets une addition, je vais donc diminuer son accommodation. Si je lui mets une addition, je vais donc diminuer son accommodation, ce qui permettra de diminuer sa convergence. Et là, je vais le remettre en fait dans une situation de confort. Tout ça donc pour expliquer que quand vous allez prescrire des verres avec une addition pour le non-presbyte, il faut absolument savoir à qui on a affaire. Si vous faites donc ce genre d'équipement à quelqu'un qui est exophore, vous allez l'entraîner dans l'inconfort. A l'inverse, si vous avez un ésophore, là vous allez lui permettre d'avoir davantage de confort. Donc voilà, je vais repasser la parole à Philippe. Merci, et je demande à la technique donc de changer d'écran, merci. Alors c'était un petit rappel du professeur, ce n'est pas le professeur Capello, c'est le professeur Baribeau, c'est presque pareil. Et là donc je voulais qu'on fasse ces rappels pour comprendre un petit peu justement les cas dont je vais vous parler. Donc on appelait ça la vision binoculaire chez le myope et le presbyte sans prise de tête, parce qu'en effet, au-delà de ce dont on vient parler, on va toujours avoir affaire à des cas qui sont toujours un peu similaires, puisque
moi, j'ai jamais vu trop la différence entre un myope et un hypermétrope, sauf dans les symptômes visuels, bien entendu, mais sinon, c'est simplement une question de longueur d'œil ou de puissance de cornée. Sinon, le reste est toujours le même. Donc, oui, alors pardon, là, c'était ce que j'avais prévu, donc c'est l'intro dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le Collège des opticiens, c'est formidable. Et maintenant, voilà, maintenant nous allons mener notre enquête. Donc, oui, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on va utiliser l'investigation clinique pour expliquer les symptômes dont les gens nous parlent, parce que ce sont vraiment à chaque fois des indices qui vont être très utiles. Donc je parle d'écoute active et questionnement ciblé. Bien entendu, faut laisser parler les gens. Parfois, les gens ont des choses à vous dire et ils n'osent pas vous les dire. Vendredi dernier, avant de venir ici, j'ai eu une dame qui, en fin d'examen de la vue, m'a dit, quand je conduis la nuit, elle n'osait pas le dire, quand les routes tournent à droite, je les vois tourner à gauche. Elle osait pas m'en parler parce que la dernière fois, elle en avait parlé à son ophtalmologiste. On lui avait dit que c'était dans la tête, que c'était psychologique et que c'était pas grave. Solution visuelle personnalisée, bien sûr, chaque personne est différente et on n'a pas de... Il n'y a jamais de normes, il y a des normes à respecter, mais chaque cas est différent. Alors le premier cas, bon, c'est le cas le plus classique, Baptiste. J'ai appelé ça la fausse myopie de l'écran parce que Baptiste s'est présenté chez moi en me disant en ce moment, lorsque je suis en classe, la vision est un peu floue de loin et puis j'ai mal à la tête et je travaille beaucoup sur écran. Et bien sûr, si on s'était arrêté là, on aurait pu penser à une myopie évolutive puisqu'il était déjà myope. Donc je lui ai posé la deuxième question qu'il fallait poser, est-ce que c'est myope constamment ou pas? Et c'était une myopie qui était intermittente. C'était une myopie qui avait lieu surtout en fin de journée, quand il passait du temps devant son écran. Et lorsqu'il relâchait la fixation, il lui fallait un petit moment pour que les choses redeviennent nettes de loin. Donc, en sachant tout ça, j'ai fait mon examen de la vue. Donc j'ai fait ce dont a parlé Serge, donc mesure de l'acuité visuelle en mono et bien sûr en bino. Il avait une très bonne acuité visuelle, donc ce n'était pas un problème de myopie. Par contre, il présentait, alors j'ai plus les chiffres ici, mais il présentait une ésophorie, donc pas en vision de près, qui était assez importante. Je crois que c'était de l'ordre de 5 dioptries en ESO. Et en lui rajoutant une addition de 1, il redevenait ortho. Donc je l'ai équipé de verres avec une aide à l'accommodation. Ce verre a divers noms chez les verriers, mais le résultat était instantané puisque tout de suite il a retrouvé du confort visuel, il a récupéré une vision plutôt nette de loin. Cela dit, je lui ai demandé quand même d'aller faire un bilan orthoptique et l'orthoptiste avec laquelle j'ai la chance de travailler quotidiennement lui a permis de retrouver une bonne fluidité dans ses mouvements oculaires. Donc ça, c'était un cas assez courant, un cas que l'on voit tous les jours en magasin, sauf que parfois, ce genre de personnes, lorsqu'on fait l'examen de la vue à la méthode, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien en mettant un plus ou moins 0,50, on arrive dans des catastrophes avec des enfants surcorrigés et le pire des cas, des myopies évolutives lorsqu'on fait ça chez un enfant de 12 ans. Le cas numéro 2, c'est Gaspard. Alors Gaspard, ça c'était assez... marrant, j'allais dire, au premier abord, mais c'était quand même triste pour notre profession, j'ai envie de dire. Gaspard est un garçon de 16 ans et sa maman, alors c'est la première fois que je le voyais, sa maman me dit, lorsqu'on le prend en photo, c'est quand même bizarre, il ferme toujours un œil, il est comme ça pour fixer l'objectif. Il est hypermétrope, plus 4,50 à droite, plus 5,50 à gauche. Il portait des lunettes beaucoup trop larges et il passait sa journée à regarder avec ses lunettes comme ça. On en voit souvent des enfants comme ça. Alors la maman, elle était quand même contente parce qu'il avait des verres qui étaient d'une minceur extraordinaire, il n'y avait pas d'épaisseur. Et en vérifiant tout ça, je me suis rendu compte qu'il avait un verre asphérique. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le centrage des verres, il était fantastique. Centrage boxing au milieu. Donc le verre était magnifiquement centré. Donc un verre ultra mince. Par contre, on engendrait
un effet prismatique avec des prismes temporaux. Donc ce qu'on essayait de corriger d'un côté en lui faisant porter une correction, c'est-à-dire soulager l'accommodation pour l'empêcher de loucher, et ben, de l'autre côté, en ne centrant pas ses verres, on amenait de la netteté en monoculaire, mais on l'obligeait à loucher pour corriger ce non-centrage. Donc bien entendu, ben dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part faire son métier, c'est-à-dire bien sûr avoir la bonne réfraction, mais là ce n'était pas le problème, ce n'était pas la réfraction, mais tout simplement faire des verres avec un centrage académique, c'est-à-dire en respectant la règle de ponctualité. Alors on ne va pas s'attarder trop sur toute la technique, sur les règles d'optométrie, mais la conclusion de cette histoire, c'est ben, c'est bien de vendre des verres amincis, mais ce qui est encore mieux, c'est de centrer les verres. Alors, on a un cas numéro 3, avant d'aborder la presbytie. Alors ça aussi, c'était assez particulier. Alors, je ne vais pas tout de suite dévoiler la fin, mais un monsieur, 41 ans, instit, et qui me disait, moi, quand je regarde ma feuille sur la table ou quand je corrige des copies, je la vois trapézoïdale. Donc il était mal corrigé, il était sous-corrigé en hypermétropie, il y avait un astigmatisme qui était avec un axe qui n'était pas parfait. J'étais persuadé qu'en faisant ça, ça irait beaucoup mieux. Donc en faisant ça, alors il avait des phories aussi, hein, bon, qui n'étaient pas méchantes, mais que j'ai amélioré en améliorant pardon, sa correction. Et puis lorsqu'il a eu ses lunettes, il était quand même assez content. Et puis malheureusement, 3 jours après, il est revenu, il m'a dit « ça continue ». Et là, il y a un moment où il faut reconnaître les limites de ses compétences parce que l'éphorie était bonne, le centrage bien sûr était bon, l'acuité était excellente, sauf qu'il avait un problème de motilité, il avait un problème de motilité oculaire. Et donc là, c'est l'orthoptiste qui a repris le travail, qui lui a fait bien sûr un bilan, mais ensuite une rééducation qui a duré assez longtemps. Je crois qu'il a eu plus de 20 séances de rééducation orthoptique. Et aujourd'hui, ben, Sébastien est heureux, il a retrouvé une vision binoculaire parfaite. Alors, je n'ai pas parlé de la vision du relief, je ne veux pas non plus être trop comment dire, rajouter trop de théories, trop de tests là-dessus, mais il a surtout, là où il était content, c'est qu'il a retrouvé le confort. Et aujourd'hui, je l'ai équipé en progressif, et je peux vous dire que le jour où il est venu faire ses progressifs, je n'étais pas spécialement relax. Mais lorsqu'il les a récupérés, lui, il était relax et vraiment heureux. Et donc ça, il y a une chose dont on parle peu chez nous, c'est quand même l'importance d'une vraie rééducation orthoptique. On a la chance d'avoir des professionnels de santé qui font un travail admirable. Ils sont souvent décriés dans la profession. Au Collège des opticiens, on avait quelqu'un pardon, je suis ému parce que Hélène et moi, on l'adorait, qui était orthoptiste. Je suis con, hein. Et Dominique Barrault parlait toujours des orthoptistes pouce-bouton qu'elle détestait, c'était le terme qu'elle employait souvent. Et c'est souvent, on garde à l'esprit ces orthoptistes-là qui font un peu de tort aux opticiens parfois. Et on ne parle pas beaucoup des orthoptistes qui font très très bien leur travail. Et je vous encourage vraiment, quand vous avez des doutes, quand vous ne savez pas, faites faire un bilan orthoptique, ça ne fait pas de mal et les gens vous en remercieront. Je voudrais parler maintenant on a quelques cas, alors je n'ai pas l'heure qu'il est, ouais, ça avance vite. On va avoir quelques cas d'addition chez le presbyte et quelques cas d'autres cas. Est-ce que tu veux prendre la parole ? Alors, le but de Serge, c'est de rappeler des règles. Si après vous avez des questions à poser, si vous voulez aller plus loin, ben, il répondra, on ira plus loin s'il le faut. Voilà, donc de petits rappels pour le presbyte. Déjà d'avoir une correction de loin optimale avec un maxi convexe, alors j'ai mis confortable. Connaître la distance de Harmon, hein, qui est la longueur de l'avant-bras, les habitudes de lecture de la personne. Surtout, recherche d'une audition sur lunettes d'essai. Hop là. Puisque vous allez prioriser en fait une attitude
habituel chez la personne, plutôt que derrière un fractor avec un abaissement de la tête. Alors, plusieurs méthodes. Alors, la pire, c'est celle-ci, c'est de prendre en fait des différents tableaux avec des correspondances en fonction de l'âge, une addition en face. Donc ça, c'est la pire de toutes. Ensuite, la méthode que tout le monde a appris lors de ses études, qui est de prendre l'accommodation maximale et puis on va garder soit la moitié, soit les 2/3 de l'accommodation maximale. Après, donc d'un point de vue un petit peu plus clinique, donc en presbytie débutante, on va davantage commencer en fait par modifier par patte 0,25 pour aller chercher un parcours d'accommodation donc optimal. Si par contre vous avez une presbytie avancée, on va déjà commencer à mettre une addition pour débuter la lecture, et puis ensuite on ajustera par patte 0,25, toujours en faisant attention à ce parcours d'accommodation. Alors ensuite, une fois qu'on a l'addition, donc il faut équilibrer cette addition pour voir si elle n'est pas trop forte et si on respecte bien la vision véhiculaire. Donc on peut le faire par différentes méthodes, ou par les deux méthodes, ce qui est encore l'idéal, soit avec le retard accommodatif, la glide, ou bien avec les phories associées. Alors, des petits rappels au niveau du retard accommodatif. En théorie, donc, quand on va regarder à 40 cm, il va y avoir une addition de 2,50 mise en jeu par le couple. En fait, ce n'est pas tout à fait ça, puisque le retard accommodatif entraîne donc une demande accommodative environ 2 dioptries dans la majorité du temps. Alors, différents tests pour aller chercher ce retard accommodatif. Donc, soit on peut le faire par le rouge-vert, qui est vraiment très facile et tout le monde a un rouge-vert en magasin, la croix de Jackson, ou bien donc une sascopie dynamique. Alors, je vais venir sur le plus simple des tests, qui va être le rouge-vert. Donc en mesurant en fait le lag, en présentant donc ce test rouge-vert, si la personne, votre patient vous répond qu'il voit mieux dans le vert, on va rajouter du plus pour aller équilibrer dans le rouge et dans le vert. Donc là, vous aurez affaire à un lag. À l'inverse, s'il voit mieux dans le rouge, on est sur un lead, donc vous allez mettre du négatif. Ça veut dire que déjà votre addition est beaucoup trop forte. Donc l'idéal, c'est toujours d'avoir en fait un lag aux alentours de 0,50 dioptries pour avoir en fait une addition la plus équilibrée possible et la plus confortable. Alors ensuite, au niveau des disparités de fixation, donc différents tests, vous avez le Shelly, vous avez le Mallet est plus connu. Donc petit rappel au niveau des aires de Panome, quand vous allez avoir donc deux images rétiniennes qui ne tombent pas sur les points correspondants, si elles tombent dans les aires correspondantes, il va y avoir comme une fusion, une vision simple. On appelle ça donc les aires de Panome. Alors, je vous décris très simplement le test de Mallet. Donc c'est un test qui est polarisé. Vous allez avoir donc un élément du test OXO qui va être vu par les deux yeux. Le rectangle de haut va être vu soit par l'œil droit, soit par l'œil gauche en fonction de la polarisation. Donc voilà comment ça fonctionne. Après, donc, si vous avez soit une exodisparité ou une ésodisparité, il va y avoir un décalage d'un petit rectangle vert par rapport à l'autre, par rapport au X. On peut le faire aussi bien donc, au niveau de l'horizontalité, bien sûr de la verticalité. S'il y a une verticalité, il faut absolument aller la régler avant toute autre chose. Donc si vous faites ces deux tests, vous aurez beaucoup moins d'inadaptation au progressif. Donc pour rappel, toujours avoir une réfraction optimale, une addition pas trop forte, et puis aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la vision moléculaire. Je repasse la parole à Philippe. Voilà les tests que je voyais dans la salle d'examen de la vue de mon père, donc il y a plus de 40 ans. Et c'est des tests qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors, je voulais parler de ça parce que pour avoir une bonne vision binoculaire, malgré tout, on va utiliser des choses qui sont relativement basiques. Alors moi, je n'ai pas un mallette dans ma salle d'examen de la vue, donc j'utilise d'autres tests, peu importe les tests que l'on utilise, du moment que le résultat est bon. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'équiper d'une façon extraordinaire pour faire un bon examen de la vue, pour que les gens retrouvent une vision confortable et de qualité. Après, toutes les données que vous allez avoir, que vous allez mettre en place, là, on va pouvoir utiliser des technologies ultra avancées
je pense un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui sur le salon. On vous parle, depuis que vous êtes arrivé, d'intelligence artificielle, on vous parle de lunettes à réalité augmentée, on vous parle de tas d'outils qui arriveront un jour sur le marché, mais ces outils seront utilisables et intéressants si les gens qui l'utiliseront ont une bonne vision binoculaire, une bonne vision tout court, sinon ça n'a aucun intérêt. Et l'autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée dans la fabrication des verres, et le but de toutes ces mesures que l'on fait, c'est vraiment un travail en amont pour que derrière vous puissiez faire des verres de qualité. Hier soir, Rodenstock a eu le Silmo d'or dans la catégorie vue. Allez les voir parce que ce qui est vraiment intéressant, alors j'en parle parce que je pratique Rodenstock tous les jours, mais ils utilisent un DNA scanner qui est un appareil qui va mesurer des tas de mesures biométriques, mais ils ne peuvent pas faire de verre si votre réfraction en subjectif n'est pas de qualité. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le docteur Johan Bénard, qui est un Français qui travaille à Munich. J'échange avec lui souvent et il a insisté là-dessus. Si vous ne faites pas une réfrac avant, ça ne marchera pas. Et pour faire cette réfrac, il faut faire tout ce dont Serge vous parle depuis le début. Et on a besoin d'outils simples, d'optométrie, qu'on utilisait il y a 40 ans et qu'on utilisera encore dans de nombreuses années. Alors là, je vais vous parler d'un cas. Alors lui, il était exceptionnel, 48 ans. Gaël, c'est un sportif. Et alors j'avais déjà équipé en lunettes et puis il m'avait fait une infidélité. Il était allé ailleurs et là, il est revenu paniquer en me disant c'est une catastrophe. Lorsque je cours avec mes lunettes, j'ai l'impression que je vais me casser la figure. C'est une catastrophe et il était à 2 doigts de la dépression. Et je suis très sérieux en disant ça. Il allait vraiment pas bien. Et en fait, en vérifiant son équipement, c'était un petit peu le cas d'école. Alors, j'ai plus les valeurs ici. Enfin, c'est quelqu'un qui est... voilà. Il avait... ah oui, c'était quelqu'un qui était hypermétrope, avec une hyperphorie de 1 dioptrie qui n'avait pas été prise en compte dans sa prescription. Et l'opticien qui l'a équipé, lorsqu'il est revenu, il s'est dit « Ouh là là, il est hypermétrope, il est de plus une, il ne voit pas bien de loin. » Il a dit qu'il n'était pas bien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sous-corrigé de 0,25. Il est passé à 0,75. Et puis pour vraiment pas prendre de risque, il a décentré les verres de 2 mm vers le bas. Comme ça, tout irait bien en vision de loin. Et manque de bol, Gaël, il n'avait pas besoin de ça. Il avait simplement besoin d'avoir des verres bien centrés, que son hyperphorie soit corrigée correctement et que son hypermétropie soit corrigée dans les règles de l'art. Alors, je lui ai livré les lunettes. Je lui ai aussi quand même demandé par souci de... Enfin, par ma volonté de ne pas prendre de risques du tout, je lui ai conseillé aussi d'aller faire une consultation chez l'orthoptiste, qui n'a rien trouvé de bien méchant, qui lui a fait quelques séances de rééducation pour retrouver une bonne motilité oculaire. Et maintenant, il court régulièrement et il n'a vraiment plus aucun problème de confort visuel. Et lui, c'était vraiment spectaculaire parce que il faisait peur à voir. Hein. Tous les symptômes, tous les symptômes laissaient penser à d'autres problèmes. Et finalement, non, c'était simplement des progressifs mal centrés. Ah oui, et puis il y avait une autre chose. Je le soupçonnais en plus d'être sous-corrigé en vision de loin parce qu'à 48 ans, j'avais trouvé, je crois, une addition de l'ordre de 1,50 ou 1,75 qui était quand même assez importante pour son âge. J'avais respecté le lag ou le lead. Moi, j'utilise la croix de Jackson et donc c'est certainement un hypermétrope sous-compensé et puis au fil du temps, on ajustera son hypermétropie et tout ira bien. Et donc, bien sûr, pour cette personne, j'ai utilisé... alors, moi, j'utilise les... Alors, c'est pas bien parce que c'est mieux à mallette, mais par exemple, pour mesurer mes phories en VL et même en VP, j'utilise les prismes de Von Graf ou alors le test polarisé qui est un test qu'on a... Quand on a un projecteur polarisé, on l'a tous, là, je ne sais pas son nom. C'est un iconomètre qui permet en fait de voir les phories verticales, enfin les phories associées verticales et horizontales. Alors, c'est pas un vrai test de phorie associé, mais ça fait bien le boulot. Hein. Là, c'est l'avant-dernier cas. Alors ça, c'est un cas classique. Alors là, que je fais depuis très très longtemps, puisqu'à la base, moi j'étais spécialisé en basse vision. Madeleine, âgée de 88 ans, souffre d'une DMLA bilatérale. Acuité visuelle très faible, 1/10 et 1/20. Elle a abandonné les lunettes parce que on lui a dit ma pauvre dame, on ne peut plus rien pour vous, vous pouvez plus voir, mais vous ne serez jamais aveugle.
Et ben, je lui ai fait quand même une réfraction en utilisant bien sûr sa vision périphérique. Donc là, on va vraiment utiliser plus. Alors moi, je commence quand même, je sais, c'est pas bien, mais je commence quand même au réfracteur, mais je finis quand même dans ces cas-là à la lunette d'essai pour exploiter au maximum la vision périphérique. Et cette dame, alors je dois avoir les chiffres là. Oui, je parle de réfraction précise. Bon, je l'ai corrigé correctement et avec une addition de 3, oui, c'est ça. Elle lisait P5. Alors vous me direz, avec P5, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais, mais quand même, elle, ça lui permettait tout simplement, lorsqu'elle mangeait, de bien voir son assiette, de bien voir la bouteille d'eau, de voir les choses autour d'elle. Il faut savoir qu'une personne normale et une personne malvoyante qui reste souvent à la maison passe les 2 tiers de son temps avec une vision en utilisant sa vision intermédiaire. Donc je l'ai équipée en verre progressif et elle m'a dit en récupérant ses lunettes, waouh, qu'est-ce que je vois bien, alors qu'elle avait 1/10 et 1/20, puisqu'elle avait quand même ce scotum central qui l'empêchait de voir. Et je lui ai fait également une vision de près avec une forte addition, une addition de 5, une addition 5 qui lui a permis de retrouver la lecture d'un Parino 4. Donc bien sûr, je lui ai conseillé de bien éclairer, de bien éclairer ce qu'elle lisait avec un éclairage indirect qui ne l'éblouisse pas. Et ben, notre petite Madeleine, alors c'est pas péjoratif parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup au magasin, ben, a retrouvé une relative indépendance à la maison puisqu'elle est capable de regarder la télé, de se débrouiller et surtout lorsqu'un courrier arrive, de ne pas avoir à demander à l'aide à l'assistante, à l'aide médicale, pardon, c'est une aide médicale à les gens qui viennent à la maison, pour lui lire le courrier quand surtout c'est des courriers de banque et elle n'a pas envie que tout le monde sache ce dont on parle. Donc tout ça pour vous dire que bah, même dans les cas non pas les plus compliqués, j'ai envie de dire les plus désespérés, eh ben, ça vaut le coup de passer du temps parce qu'on a du mal à évaluer la qualité de la vision périphérique chez les gens qui souffrent d'une DMLA ou d'autres pathologies. Et oui, alors ça j'allais oublier bien sûr d'en parler, non oui, et bien sûr, elle a fait une rééducation orthoptique. Le but, c'est d'exploiter au maximum sa vision périphérique pour l'aider à fixer comme il faut, avec surtout son addition de plus 5. Alors après, bien sûr, j'aurais pu aussi avoir la solution de facilité, c'était de lui vendre une loupe électronique. Là, il est certain que ça aurait marché tout de suite, mais ça ne l'aurait pas aidé à voir dans son assiette si c'était des haricots verts ou des lentilles. Et enfin, alors ça c'est le dernier cas, ça c'est le cas dont je suis le plus, je ne sais pas si c'est le plus fier, mais il est tout frais, il date aussi d'il y a une semaine. Une dame qui est venue me voir, qui est aussi assez, je trouve, révélateur de l'importance qu'a la vision chez beaucoup j'ai envie de dire, de médecins. Parce que cette dame fait un syndrome de Guillain-Barré. Alors le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie neurologique qui affecte le système nerveux et qui fait que les gens se paralysent tout doucement et qui peut aller jusqu'à la paralysie totale, voire malheureusement la mort. Cette dame a été paralysée, elle a eu le droit à une prise en charge totale pour sa rééducation en termes de kiné, d'ergothérapeute, etc. Et donc on l'a aidé à récupérer tous ses muscles, sauf quelques muscles. On n'a pas pensé que dans les yeux, il y avait aussi des muscles, les muscles oculomoteurs. Et en fait, cette dame est venue me voir, elle avait une canne et elle m'expliquait que quand elle marchait, que tout allait bien, mais quand elle marchait dans la rue ou chez elle, elle avait besoin de sa canne parce que parfois, elle avait la sensation que le sol se dérobait sous ses jambes. Et bien sûr, ça la perturbait énormément. Donc, je lui ai fait comme avec tout le monde, une bonne réfraction. Et alors, je recherche mes chiffres. Oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai relevé d'abord une hyperphorie. Alors, toujours important, c'est d'abord commencer par mesurer les déviations verticales. Donc, cette dame avait une hyperphorie de 4 dioptries, repérée par personne, associée à une ésophorie de 3 en vision de loin et une vision ortho en vision de près. Donc, bien entendu, lorsque je lui ai fait, la désorganisation binoculaire a été un facteur majeur de ces troubles d'équilibre. Par contre, très sincèrement, je ne savais pas si la solution optique allait être suffisante. Donc je lui ai fait essayer la correction à la lunette d'essai et elle était ravie. Tout de suite, elle a senti un confort qui était instantané. Et bien entendu, je me suis mis directement en relation avec son orthoptiste qui m'a confirmé les prismes. Et ça m'a fait plaisir aussi parce qu'elle était complètement d'accord avec, alors même si je n'utilise pas de mallette, mais avec les prismes, les phories que j'avais relevées.
Et l'orthotiste m'a appelé pour me confirmer et me demander de l'équiper directement en verre progressif. On n'a pas fait une paire de loin, une paire de près. Cette dame, à 73 ans, était assez active. Je l'ai équipée en lunettes. À la livraison des lunettes, alors là, ça a été, elle a fait « Ouh, ça me fait bizarre ». Je n'étais pas super surpris, mais quand même, elle lisait bien, elle voyait bien simple de loin. Elle n'était pas plus gênée que ça, mais sa vision d'ensemble était très très perturbée. Et il y a 10 jours, elle m'a appelé pour me dire « Ça y est, j'ai abandonné ma canne. Si vous voulez que je témoigne au Silmo, je le ferai avec plaisir. » Elle voulait tourner une petite vidéo. Je l'ai remerciée, mais si un jour vous voulez la vidéo, on la fera ensemble. Voilà ce qui est pour les 6 cas dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais je voulais, voilà, le but de cette petite présentation, c'était la première pour tous les deux. Hein, donc j'espère que vous nous pardonnerez de notre amateurisme. Mais par contre, on aime beaucoup ce qu'on fait. Et je voulais insister surtout sur le fait que la vision binoculaire, c'est franchement quelque chose qui n'est pas compliqué. Si vous n'en faites pas encore, eh ben, de toute façon, essayez et pensez bien que le patient qui est derrière votre lunette d'essai ou derrière votre tête de réfracteur ne sait pas du tout ce que vous faites et ne comprend pas ce que vous faites. Donc si vous pardonnez-moi le terme, vous merdouillez, il ne le saura pas. Par contre, ça vous permet de mesurer des choses et surtout, le but, c'est de comprendre les symptômes dont vous ont parlé les gens au départ. Et bien sûr, quand il y a une cohérence entre les symptômes et les résultats que vous obtenez au travers de l'examen de la vue, vous avez un résultat qui est formidable. Avec nous, au Collège des opticiens, on a aussi une fille extra qui s'appelle Fabienne Vulliez-Ladava. On était ensemble hier, on a discuté un petit peu de cette présentation. Et Fabienne est installée à Lyon, elle travaille que sur rendez-vous, elle ne s'occupe que de personnes malvoyantes. Et chez tous les malvoyants qu'elle voit, la première chose qu'elle fait, comme nous, avec les mêmes tests, on a parlé de tests hier, on utilise tous les mêmes tests qui sont quand même des tests assez basiques. Hein. On n'a pas besoin d'acheter j'ai vu qu'il y avait des cabines là maintenant qui sont formidables. On appuie sur un bouton, vous avez la correction, vous avez tout. Et en plus, 2 jours après ou 3 jours après, vous avez l'ordonnance. Sur le papier, ça a l'air très bien. Par contre, ça ne remplacera jamais un examen de la vue dans les règles de l'art. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Serge, je ne sais pas si tu as des choses à dire en plus. Merci pour votre écoute. Et surtout, si vous avez des questions, il y a Hélène a le micro. On est à votre disposition. Si vous voulez avoir des précisions. Oui. Merci pour votre présentation et je trouvais ça très intéressant de reparler de vision binoculaire. Vous avez parlé de plusieurs cas d'hyperphorie ou même de l'importance du centrage. Et je voudrais revenir et vous poser la question en tant qu'opticien. Comment vous centrez les verres des personnes comme ça qui ont des verres avec des hyperphories qui sont prises en charge par des prismes ou même sans prisme, l'importance du centrage monoculaire. Oui, alors merci. Alors, j'ai l'impression d'être à la télé ou d'être un homme politique. Merci de m'avoir posé cette question. Oui, alors ça c'est une chose aussi. Alors hier on en a parlé entre nous. Le centrage vertical. Ça fait 40 ans, enfin pour 40 ans, depuis toujours, on utilise un pupillomètre pour savoir si on est à 63 ou à 63,5 d'écart pupillaire. Moi, j'ai appris à l'école d'optique des tas de choses, mais qu'on pouvait loucher, qu'on pouvait parfois aussi avoir on pouvait récupérer en divergence. Par contre, j'ai retenu un truc, personne n'est capable de loucher dans le sens vertical. Or, tout le monde centre ses verres, en général sur l'axe boxing plus 2 mm, et on se contrefout de savoir s'il y a un œil qui est plus haut d'un côté ou pas de l'autre. Moi, j'utilise une colonne de prise de mesure systématiquement. Alors systématiquement, après on peut utiliser bien sûr comment on appelle ça, le miroir, la méthode du miroir pour la vision de près, mais chez tout le monde, j'utilise, donc on utilise la règle de ponctualité, hein, la monture à la verticale, et c'est vrai que ça aussi, alors, bien sûr j'en ai pas parlé, mais le nombre de gens qui avec des petites corrections unifocales vous disent mais qu'est-ce que je vois mieux maintenant, et sur des petites corrections avec des verres très simples, simplement en respectant les disparités de hauteur, en respectant cette règle, mais je parle de plus 0,75, hein, les gens viennent vous dire mais c'est dingue, qu'est-ce que je vois mieux avec vos verres de lunettes, alors que les verres ce sont des verres ponctuels, on ne peut plus basiques. Hein. Donc bien sûr, en verres unifocaux et en progressif, c'est encore plus vrai. Mais je n'utilise quasiment plus jamais un pupillomètre. La règle surtout, c'est vraiment en fait de compenser une hyper. Si vous ne compensez pas une hyperphorie, la personne ne sera jamais confortable.
Alors, oui, une dernière chose. On m'avait donné des chiffres de quelqu'un de chez Essilor, vous avez bien connu, Dominique Mélin, qui m'expliquait qu'en France, il y a un pourcentage très faible de verres qui sont commandés avec des prismes intégrés, alors que dans les pays anglo-saxons, c'était de l'ordre au moins 6%. Enfin, j'avais retenu des chiffres qui étaient assez énormes à l'époque, mais c'est vrai que l'hyperphorie, je ne voulais pas faire une conférence sur l'hyperphorie, mais vous avez vu quand même beaucoup de cas où on a des gens qui ne sont pas bien, soit à cause d'hyperphorie. Je reviens là-dessus, je me souviens d'un gamin qui m'avait fait aussi une infidélité, mais ce qui est bien dans les infidélités, c'est qu'ils reviennent après. Il avait eu une différence de hauteur d'au moins de 4 mm, c'était énorme. Et bon, moi, j'ai respecté tout le temps. Il fait des lunettes ailleurs. Et pareil, quand il courait, il n'était pas à l'aise du tout sur le sol parce qu'il arrivait, bien sûr, il n'avait pas de vision stéréoscopique. Donc, il se cassait la figure tout le temps. Merci. Et encore des questions? Rapidement? D'accord. Rapidement. Bonjour. J'ai une amie qui a des problèmes de vision binoculaire. C'est ce qu'elle croit parce qu'elle a des problèmes d'équilibre. Et elle est aussi âgée que moi. Elle porte des verres progressifs. Mais je n'ai pas su la guider et trouver une adresse de quelqu'un qui, comme vous, s'occupe bien de la vision binoculaire et de prisme avec ses progressifs. Donc ça me ferait plaisir que vous me donniez une adresse parisienne. Merci. Alors parisienne, alors ce que je peux vous proposer, c'est d'aller consulter le site de l'AOF, donc l'Association des optométristes de France, et vous avez une cartographie en fait française. Vous avez toutes les adresses en fait des optométristes en France. Donc c'est le site de l'AOF, Association française des optométristes. Bon, merci beaucoup, messieurs, pour cette topo très rapide, mais ce qui me tient bien au cœur, c'est la différence qu'on peut faire, la qualité de vie des gens, si on fait les choses en profondeur, comme ça. Mais merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent.